Alors, bonsoir à tous et à toutes. Au nom du Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaises, le CRIEM, je vous souhaite la bienvenue ce soir pour notre soirée de visionnement et de discussion autour du documentaire Une tour sur la montagne. Ça me fait vraiment plaisir de vous présenter cet événement-là en collaboration avec l'École d'architecture McEwen à l'Université Laurentienne. Un court mot sur le CRIEM pour vous indiquer que le CRIEM a comme mission de fédérer la recherche qui se fait sur Montréal et de créer, comme ce soir, des événements de discussion, de partage des expertises. Nous allons pouvoir aujourd'hui réaliser cette mission en quelque sorte. Sans plus tarder, je voudrais céder la parole à votre animateur, Monsieur Peter Selly, historien de l'architecture, professeur à la faculté d'architecture John H. Daniels de l'Université de Toronto. Peter, merci d'être là ce soir et je te cède la parole. Merci beaucoup, Audrey, pour ce mot d'introduction. Et bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous dans le monde virtuel ce soir pour animer cet événement. À mon avis, la vie d'Ernest Cormier, son architecture, ainsi que le film Une tour sur la montagne méritent notre attention et je suis heureux que nous aurions la chance de les discuter ce soir. Avant de commencer le film, je voudrais brièvement introduire nos panélistes ce soir. Monsieur Paul Carvalho est le réalisateur du film Une tour sur la montagne, ainsi qu'une vingtaine de documentaires lors de sa carrière de cinéaste. Aliki Economidis est historienne d'architecture et professeure adjointe à l'École d'architecture McEwen de l'Université Laurentienne. Magda Farny est professeure titulaire à l'Université du Québec à Montréal, où elle enseigne l'histoire des femmes, de la famille et l'histoire du Québec et du Canada. Roderick MacLeod est un historien social spécialisé dans l'histoire de Montréal et en particulier de ses institutions anglo-protestantes. À la fin du film, nous aurions une période de discussion avec nos invités, suivie par un temps de questions, des questions de vous, notre public, ce soir. Donc, sur cela, je vous souhaite tous un bon cinéma. Cormier, lui, comme architecte, c'est un homme qui prenait du temps pour bien dessiner, des fois jusqu'à un niveau surprenant. Ici, on est dans un ordre que je qualifierais presque de titanesque. C'est un loup solitaire extrêmement doué. Un œil, des capacités de calcul, un geste, une façon de travailler remarquable. Et il crée des espaces intérieurs qui sont des bijoux. Pour le Canada, mais pour Montréal surtout, il nous a laissé quelques beaux bâtiments qui méritent d'être préservés, qui méritent d'être compris. Le genre de commission que représente l'Université de Montréal, on a ça une fois par génération. J'ai découvert que le studio était à vendre en passant tout simplement sur Saint-Urbain, au coin Milton. J'étais arrêté au feu rouge, puis j'ai vu une affiche sur le bâtiment. Alors là, j'ai été curieux. Tu peux que tomber en amour avec un bâtiment comme ça.
À Montréal, le studio Cormier fut un des premiers ateliers d'artistes conçus spécifiquement pour la création. Et Cormier s'inspire des ateliers parisiens pour ces fins-là. Donc, par exemple, on voit cette grande surface vitrée qui permet beaucoup de lumière naturelle à entrer dans l'espace. Ça, c'était et c'est toujours primordial pour les artistes. Mais en plus, on voit que les espaces comme la cuisine, les chambres à coucher sont vraiment secondaires. Si je comprends bien, ici au 3e étage, qui est très ouverte, vous avez vous trois, un adulte et ces 2 ados, vos chambres à coucher. Oui, avec l'intimité qui va attacher à ça. Alors, papa dans le coin tout en montant l'escalier, Oui, fils qui est tout en haut, OK. et puis la grande fille qui est ici dans cet espace-là. Là, on vit ça très confortablement. Après 10 ans d'études en Europe, Ernest Cormier est de retour à Montréal où il reçoit des commandes importantes. Il est veuf et habite encore la maison familiale. Mais son studio est plus qu'un lieu de création artistique. C'est son refuge où il partage ses heures de loisirs avec les sœurs Cécile et Chlorinthe Perron. Il y prend des clichés de Chlorinthe qui sont parfois romantiques, parfois provocateurs. Vous savez, ce qui était installé ici, le fameux jardin perdu qui était ici, oui. à l'avant. Oui. Les liens qu'il avait avec ces sœurs-là. Laquelle, lesquelles, les deux, une, je ne peux pas répondre. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait cet arrangement de convenance qui, plus tard, au fil des ans, a dû changer. La présence de l'Église est incontournable. Et donc, qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qu'on tient caché et qu'est-ce qu'on peut révéler? J'ai obtenu des photocopies de plans, puis on voit l'édifice original. Oui. Dans l'eau, on se trouve Oui, sur le toit et remarque la signature. Ah oui, mais on voit ici qu'il souligne à la fois sa double formation d'architecte et ingénieur civil, qui était rare à l'époque, mais il ajoute le terme constructeur. Donc, il est capable de réaliser des projets à partir du premier croquis jusqu'à la construction finale. Et en fait, pour son atelier, il était son propre entrepreneur général. C'est ça, même ça. Constructeur, propriétaire. Oui, c'est ça. À la fin du 19e siècle, Montréal est une ville où chacun doit vivre dans sa communauté linguistique entouré de sa classe sociale. La rue Sherbrooke, habitée à l'ouest par des anglophones bien nantis, accueille un peu plus à l'est des bourgeois francophones, comme la famille du médecin pédiatre Isaïe Cormier. Son fils Ernest est entouré de livres et de culture. Quand j'étais à l'école, j'étudiais toujours d'avance. J'étais curieux, vous voyez. J'étais intéressé, ce qui est toujours le cas. Son père Isaïe, qui habite tout près du collège Mont-Saint-Louis, s'y rend et demande qu'on crée pour Ernest un programme spécial centré sur ses sujets favoris, les mathématiques, le dessin et les arts. Il est donc bien préparé pour étudier le génie civil à l'École polytechnique de Montréal. L'entreprise qui engage le jeune ingénieur est la Dominion Bridge, qui construit des ponts, bien sûr, mais aussi de grands hangars au port de Montréal et des usines au canal de la Chine. Et l'anecdote que Cormier a partagée en entrevue quelques décennies plus tard, c'est que pendant qu'il travaillait, il préparait des dessins structuraux, il regardait les architectes à côté qui travaillaient et dit « Pourquoi pas? Moi aussi, je veux devenir architecte. »
La plus prestigieuse école d'architecture de langue française est l'École supérieure des beaux-arts de Paris. C'est le choix de Cormier, mais le défi est immense. Un seul étudiant canadien-français a été admis ici 15 ans plus tôt. C'est le réputé Jean-Omer Marchand. Cormier sera-t-il le deuxième? Le concours d'admission est implacable. Pour améliorer ses chances, Cormier prend un cours préparatoire par correspondance avec une école parisienne. Et donc, on voit le haut niveau de capacité technique et de connaissances architecturales qu'il fallait avoir même avant de postuler pour le concours d'admission à l'École des Beaux-Arts. Au même moment, Ernest Cormier fait la connaissance de Berthe Leduc, une fille de son âge et issue comme lui de la bourgeoisie. Quand Cormier reçoit la nouvelle de son admission à l'École des Beaux-Arts, leur sort est scellé. Le couple se marie et s'embarque le jour même pour l'Europe. L'école est organisée en groupes de travail, comme celui du professeur Jean-Louis Pascal, où Cormier est entouré d'étudiants qui deviendront plus tard les chefs de file du célèbre mouvement Art déco. Et alors, les tendances modernes que Cormier va explorer tout au long de sa carrière au Canada ont été apprises directement de la source. C'est grâce au Centre canadien d'architecture et de ses nombreuses archives que nous pouvons suivre aujourd'hui chaque étape de sa formation. C'est ici que j'ai mené mes recherches sur Cormier pendant de longues années. C'est une archive, un fonds d'architectes impressionnant par la quantité et la variété des choses qui sont conservées au CCA. Et en fait, mon expérience, c'était qu'il fallait chercher longtemps pour trouver des preuves pour me permettre de valider mes hypothèses et pour raconter une histoire fiable. Cormier est passé 2 ans à Rome. Il avait reçu une bourse du British School à Rome, mais en tant que Canadien, il était éligible à postuler au British School. Cormier passe son temps à découvrir, à dessiner, à faire des aquarelles. Sortant de son appartement sur la Via Flavinia, il fait une courte marche vers la Piazza del Popolo, la place du peuple. Et il se met au travail. Il raffole de ces vues qui l'entourent. La fontaine, bien sûr, puis l'église de cette même piazza. En montant les escaliers, il accède au point de vue que les touristes admirent encore aujourd'hui. Sa maîtrise de l'aquarelle le rend fier. Plus tard, à Montréal, il participera même à des expositions collectives. Mais Ernest Cormier doit relever un autre défi de taille. Cette élégante demeure, créée pour la famille Médicis durant la Renaissance, était restée inachevée pendant des siècles. À Cormier d'imaginer et de dessiner les structures qui manquent. Cette expérience de reconstruire, entre guillemets, la Villa Madama a été une expérience formatrice pour lui en tant qu'architecte. Et on voit, surtout par cette attention minutieuse qu'il porte à l'ornementation de toutes les surfaces, que pour lui, tout ça exprime son amour pour le détail. Et c'est un amour et une attention minutieuse qui le suivra tout le long de sa vie. Mon séjour de 2 années passées à Rome a eu une influence profonde sur ma formation. On en trouve la trace dans toutes les constructions que j'ai pu exécuter le long de ma carrière. Déjà reçu architecte à l'École des Beaux-Arts, il dessine des installations militaires en France durant la Première Guerre mondiale. Sa réputation grandit. La guerre terminée, on lui offre un poste de professeur d'architecture à Londres. Mais les choses sont claires dans son esprit. Je te remercie beaucoup d'avoir pensé à moi, mais j'ai l'intention de faire ma carrière au Canada, où m'appellent des avantages très sérieux.
Sa femme Berthe, qui a passé 10 ans en Europe avec Ernest, fait son dernier voyage. Ils traversent l'Atlantique vers New York, puis prennent le train pour Montréal. Lorsqu'elle arrive, Berthe est frappée par la grippe espagnole, une terrible épidémie qui ravage le monde. Au moment de son décès, elle est enceinte. Ernest est dévasté. Il doit maintenant réinventer sa vie. On s'est connus par l'intermédiaire d'un ami. Connais-tu Ernest Cormier? Ben, j'ai dit oui, je connais, il est de l'Université de Montréal. Il dit oui, mais sa maison Art déco est magnifique et il l'habite encore. C'était un homme aimable. Il était très gentil, un beau sourire, curieux. Ernest Cormier n'avait pas d'enfants. Il y avait beaucoup de femmes dans son entourage et très peu d'hommes. Alors, quelqu'un qui s'intéresse à l'architecture, c'est quelqu'un qui devenait intéressant pour lui. Pour moi, c'était retrouver le maître que je n'avais pas eu parce que je n'avais pas eu la chance d'aller en architecture. Il y avait aussi à ce moment-là Clorinde Perron qui était avec lui. Elle aimait raconter ses histoires, elle aimait parler de leur rencontre à eux et aussi du rôle qu'elle a joué. Quand Clorinde parle de sa rencontre avec Ernest Cormier, à ce moment-là, on n'a pas de date précise. L'âge, on ne le sait pas exactement parce qu'elle n'a jamais voulu le dire. Elle devait avoir 15-16 ans. Ils se sont rencontrés, comme elle me dit, à l'atelier de Henri Hébert, les frères Adrien et Henri Hébert. Ils étaient les modèles. On l'a fait détacher un peu la blouse, puis on dit, mais détacher un peu plus, puis un peu plus. Là, elle me dit, mais là, à un moment donné, ma sœur et moi, on se regardait jusqu'où on va être obligé de détacher la blouse. Mais elle dit, comme nous, on ne savait pas, mais eux savaient que dans les studios à Paris, les modèles étaient nus. Mais nous, on ne le savait pas. Elle nous racontait qu'on était très bien payés. 20 $ pour une séance. Là, ils ont été obligés d'expliquer à la mère d'où venait cet argent. La mère, furieuse et en même temps un peu pudique, dit « Je vous mets pensionnaire dans un couvent ». Ensuite de ça, mais dit, on recevait des lettres de Cormier. Cormier nous écrivait, mais jamais il signait son nom. Il signait Ernestine sur les lettres. Clorinde et M. Cormier avaient beaucoup d'affinités parce qu'elle faisait de la poterie avec lui et il travaillait tous les soirs avec Clorinde. Je ne suis même pas surpris si elle ne dessinait pas elle-même sur les dessins. C'est pour ça qu'ils étaient comme des âmes sœurs. J'ai le privilège, comme architecte, de travailler au maintien, à la restauration de plusieurs de ces lieux d'Ernest Cormier. Je constate ça vraiment comme un privilège. Et ce que ça me permet de découvrir, c'est d'apprendre à connaître l'homme, l'architecte, l'ingénieur, à partir de ce qu'il nous a laissé, à partir de ce qu'il a construit. Encore dans la trentaine, Ernest Cormier reçoit sa première grande commande. Il sera un des 3 architectes qui construiront l'annexe du palais de justice, qui porte aujourd'hui son nom. L'entrée de ce bâtiment est conçue comme une procession cérémoniale qui inspire le sentiment du respect pour la justice. Tout d'abord, on monte l'escalier qui nous éloigne du trottoir. On se trouve dans un espace plus intime qui semble être creusé de la pierre massive de la façade. Devant nous,
on voit des portes monumentales en bronze qui sont ornées des emblèmes de la justice. Ensuite, on passe par un petit seuil et là, soudainement, on se trouve dans un espace surprenant et majestueux. Il s'appelle la salle des pas perdus. Ici, on se sent transporté dans le temps et dans l'espace, vers les racines latines de la culture française. À l'École des Beaux-Arts, Cormier avait appris que pour créer cette ambiance de grandeur et de majesté, lorsqu'on conçoit une halle d'entrée d'un édifice judiciaire, les meilleurs exemples desquels on devrait tirer notre inspiration sont des basiliques ou des bains romains. Il faut remarquer le soin qui est apporté à l'assemblage des panneaux de pierre. L'absence pratiquement de joint entre chacun des panneaux de travertin. On est à moins d'1 millimètre d'épaisseur de joint. Il n'y a pas de marge de manœuvre pour ajuster sur le site. Cormier s'enlève cette option-là. Les pierres reposent l'une sur l'autre. Il n'y a pratiquement pas de marge de manœuvre. Et tout arrive. Wow. Ça, c'est du plafond. Il y a là un niveau de décoration et de raffinement qu'on n'a nulle part ailleurs. C'est là que se trouve le travail d'ornement. C'est vers le ciel. Ici, on a des références au grotesque des débuts de l'architecture romaine. On a des rosaces, on a des obolos, on a des modules en spirale. On a toute une fragmentation du plafond qui est articulée. Alors, c'est de l'ornement, mais c'est aussi la représentation d'un ordre. Salle des pas perdus. Et étant donné que Cormier... Le message que Cormier envoie évoque la noblesse et le prestige du travail de la justice. Nous sommes invités à nous élever. Et cette aspiration-là vers la justesse de la justice, on le vit très différemment dans le bâtiment de Cormier de ce qu'on peut vivre de l'autre côté de la rue, dans le palais de justice construit dans les années 80, où là, l'être humain qui doit s'y rendre se retrouve avec des plafonds à 8 pieds d'auteur, des locaux sans fenêtres. Et là, le message qu'un individu ressent, c'est d'être écrasé par la justice. Cormier ne réalise pas seul le palais de justice. S'il en est le principal créateur, il a un collaborateur de taille qui a accès à un vaste réseau politique. Cet allié est Jean-Omer Marchand, celui-là même qui avait été formé à l'École des Beaux-Arts de Paris bien avant Cormier. Revenu à Montréal, Marchand étonne. Il démonte pierre par pierre la chapelle du Grand Séminaire, puis avec ces mêmes pierres, la réinvente à son goût. Marchand dessine ensuite la maison mère de la congrégation Notre-Dame, aujourd'hui le collège Dawson. Quand Cormier arrive sur la scène montréalaise, les deux hommes doivent s'unir pour éviter de se concurrencer. Leur alliance prend une forme unique. Lorsque Cormier fait les dessins du palais de justice, Marchand agit en coulisses auprès du gouvernement provincial pour que Cormier en devienne le principal architecte. Oui, on veut bien collaborer pour aller chercher les meilleures commissions et tout ça, mais très rapidement, ce sont des coqs. Ça va se frotter et Cormier va décider qu'il n'acceptera pas d'être l'assistant de service pour M. Marchand. Cormier doit payer à Marchand la moitié de ses salaires pour la conception du palais de justice, ce que Cormier affirme faire.
Mais les malentendus se multiplient. La situation s'aggrave quand ils œuvrent ensemble sur un autre projet, l'École des beaux-arts de Montréal. Les dessins de Cormier sont terminés quand Marchand lui envoie son dessin à lui. Cormier est surpris et outragé. Mon cher Marchand, je crois que dans l'état actuel des choses, ces changements pourraient avoir de conséquences graves. Marchand fait jouer son influence et le ministère provincial lui concède la direction exclusive du projet. Les années passent. Cormier documente chaque paiement à Marchand et leur confiance est brisée. Au bureau de Marchand, je lui offre de régler immédiatement toutes nos affaires. Il refuse. Il veut pousser la chose jusqu'au bout. Monsieur, je regrette d'avoir à vous rappeler que depuis le 5 juillet dernier, vous ne m'avez pas rendu de compte des honoraires qui me reviennent. Finalement, un arbitre judiciaire donne raison à Marchand. Leur litige, qui a duré au moins 4 ans, dépasse de beaucoup les questions d'argent. Ils vont lutter l'un l'autre pour les reconnaissances, les prix de l'Institut royal des architectes et tout ça. Dès que l'un a une reconnaissance, l'autre veut l'avoir et ça va durer toute leur vie. Soudainement, le jeune architecte fait face au plus grand défi de sa carrière. Pour concevoir l'Université de Montréal, il n'y a pas d'appel d'offres. L'université veut Cormier, tout simplement. Selon la légende, l'architecte dessine son pavillon du jour au lendemain. Rien n'est plus faux. Comme tout créateur, il hésite, repense, reprend. Il va même concevoir la façade principale dans un style néoclassique, abandonnant cette idée par la suite. Entouré d'une petite équipe, le maître s'occupe de tout. Le profil du pavillon, la couleur des briques, l'angle du soleil tombant sur l'édifice d'une saison à l'autre. En concevant l'intérieur, il dessine les luminaires, les grilles des radiateurs et même le style du cadre de la photo sur le mur. À cette époque, c'est le plus grand chantier de construction sur l'île. Mais voilà qu'un jour, un grand silence tombe sur le chantier. Le crash de la bourse de New York avait paralysé l'Occident. Le chantier restera fermé pendant des années. On parlera même de démolition. Cet immense rêve du Québec francophone est en danger. Mais en même temps, de l'autre côté de la montagne, face au fleuve, l'architecte réalise un autre rêve, sa résidence personnelle, la maison Cormier, qui est toujours là sur l'avenue des Pins. Cormier choisit de l'ériger dans ce qui était au 19e siècle le voisinage le plus cossu de Montréal et du Canada, le 1000 carrés. Mais je pense que beaucoup plus important que le cachet de ce quartier-là, c'est que ce site vacant sur la pente de Montréal lui offrait une opportunité extraordinaire pour exploiter la pente de la montagne. Et pourquoi? C'est pour mener, faciliter une certaine mode de vie qui était peu conventionnelle les années 30 à Montréal. Les grandes réceptions, bien sûr, avaient lieu au niveau de l'avenue des Pins, au niveau du Grand Atelier. Les amis plus intimes pouvaient descendre à la bibliothèque. C'est là où on avait, c'était plus des réunions mondaines, c'était des réunions d'amis. Et il y avait la partie plus intime, au 3e niveau, où les demoiselles Perron habitaient et où ils prenaient tous ces repas. Sur la façade du côté, on trouve 2 portes sous le niveau de l'avenue des Pins. Celle à droite est pour les livraisons et les servants, mais l'autre porte
complètement caché des regards des passants, mène à un appartement qui a été conçu exprès pour les sœurs Perron. Alors, lorsque Clorenthe et Cécile entraient ou sortaient de la maison, on pourrait croire qu'elles étaient des domestiques. Et ça, c'est l'impression souhaitée par Cormier. Bien sûr, il y avait une relation avec Clorenthe. Ça, c'est connu. Le rôle de Cécile, on ne sait pas. Et je ne veux pas m'aventurer dans cette discussion. Mais elle était là. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, on le voit sur les photos, là. Ces deux sœurs sont toujours ensemble. Elles sont inséparables. Il y a même deux aquarelles. Une de Clorenthe et une de Cécile. Clorenthe et Cécile étaient traitées au niveau de gouvernante pour les yeux du public. Parce que là, c'est la maison d'Ernest Cormier. Il recevait régulièrement. Tous les artistes qui venaient à Montréal, c'était chose connue, il faut absolument aller chez Ernest Cormier. Là, il y avait un petit problème, parce que à ce moment-là, c'était pas chose acceptable que deux modèles puissent faire partie de cette société. Dans les grandes réceptions, ils ne se sentaient pas à l'aise, et Cormier ne se sentait pas à l'aise non plus. Ils ne les avaient pas épousées, ni une ni l'autre, et en plus de ça, elles habitaient la même maison. Mais vous comprenez très bien qu'on n'invite pas les gouvernantes dans une grande soirée. Donc, elles devaient rester au 3e niveau. Quelquefois, c'était permis de monter au niveau de la bibliothèque quand c'était des amis intimes. Ce sont des faits qui n'ont pas été racontés par Clorenthe, mais par l'ami d'Ernest Cormier, qui était Corinne Dupuy-Maillet. Après la guerre, il y a un moment où Corinne Dupuy-Maillet a dit à Ernest Cormier, « Écoute, Ernest, tu ne peux pas laisser Claude et Cécile en bas. C'est pas possible. Maintenant, on ne reçoit plus comme avant. Il y a plus... Moi, j'aimerais bien qu'elles viennent avec nous, qu'elles fassent partie de nous. Elles jouent aux échecs aussi bien que toi et moi. Elles font partie de nous. » C'est à ce moment-là que Clorenthe et Cécile ont pu partager le grand atelier avec les amis qui y venaient le samedi. Mais ce n'était plus les grandes réceptions. Pendant mes recherches, j'ai trouvé cette photo révélatrice. Elle montre Clorenthe Perron posant sur une table octagonale conçue par Cormier pour ses fins. Je crois que cette photo fournit la meilleure preuve que la figure féminine sculptée sur la marquise de la maison fait référence à la même femme. En forme bas-relief, elle tient dans sa main un objet phallique associé avec Ernest Cormier. Ainsi, Clorenthe est à la fois cachée dans la maison et affichée sur la rue. La figure représente aussi l'architecture. Elle annonce que de l'autre côté de la montagne, l'architecte de cette maison construira l'université et sa tour. Et voilà qu'après une longue décennie d'attente, le grand édifice universitaire est finalement terminé. Toute l'histoire de la construction du campus de l'Université de Montréal est un désarroi financier. Il n'y a jamais suffisamment d'argent. La crise arrive, on se pose même la question, est-ce qu'on devrait simplement abandonner le projet? Cormier, lui, ça va demander une persévérance, un dévouement, énormément de diplomatie, de négociation, de rencontres. Et c'est certain que ça a dû être épuisant psychologiquement et tout. C'est un projet qui va s'étendre sur 20 ans. Et donc, de réussir à le garder vivant, le donner à la société canadienne-française, c'est déjà un accomplissement qui a demandé des efforts surhumains. Durant la première collation de grade présentée dans le nouvel amphithéâtre, son créateur reçoit un doctorat honorifique de l'université. Parmi ceux qui l'applaudissent se trouve un étudiant fraîchement reçu avocat, Pierre Elliott Trudeau.
Une trentaine d'années plus tard, Trudeau achètera la maison que Cormier avait construite pour lui-même. C'est pas anodin que l'implantation de l'Université de Montréal se fasse de l'autre côté de la montagne, en contrepoint avec McGill. Il faut le signaler. D'où l'idée du geste vertical, la tour. C'est ça qui va venir signifier la présence du campus francophone de ce côté-là de la montagne. Je pense pas que dans la tête de Cormier, il y ait eu jamais l'intention d'amener le grand public dans cette tour-là. Le fait qu'on s'en soit servi comme salle des machines, entrepôt de bibliothèque, il n'y a aucun de ces espaces-là qui pourrait être utilisé pour que le public puisse s'y rendre parce que ça impliquerait 2 issues, on les a pas, il reste pratiquement plus d'espace de plancher. Et pourtant, quand on visite des lieux, à chaque étage, on est ravi des vues qu'on a. C'est magnifique. Et c'est là qu'on se dit, quelle opportunité perdue. Si les gens pouvaient voir, eh bien, non, les gens ne verront pas. Le principe de couronner la tour par un usage en soi est louable. Ça aurait pu être un observatoire. Cormier est un architecte qui prend du temps à détailler ses structures. Il précise l'armature dans son béton et tout ça. Mais cette structure-là de couronnement, la demi-sphère, elle est en bois. C'est comme une concession qu'il avait faite. Bon, regarde, on n'a pas l'argent, ils veulent pas que ça soit un observatoire, on finit ça. Fais-moi une demi-sphère et voilà. L'observation du ciel. Ce terme-là est important. À cette époque-là, il a encore une connotation religieuse. On va aller regarder le ciel de façon scientifique. La tour ne reste qu'un geste symbolique pour signifier l'entrée, la tour du savoir. À l'âge de 60 ans, l'architecte est au sommet de sa carrière. Sa réputation dépasse le Québec. Quelques années plus tôt, il avait terminé à Ottawa l'édifice qui abrite la Cour suprême du Canada. Quand les gens viennent à la cour, de l'extérieur, il s'agit d'un immeuble quand même assez imposant. Mais quand on pénètre dans l'immeuble, on sent, on est habité par un sentiment de calme et de sérénité. C'est quand même simple, mais tout est là. Il y a une noblesse également. Et il y a la lumière. Alors, vous allez remarquer ici, dans la hall d'entrée, il y a une lumière particulière. C'est un immeuble qui est bien éclairé. Ici même, dans la salle d'audience, vous voyez qu'il y a des grandes fenêtres. Alors, cette impression de clarté qui sied très bien au domaine judiciaire. Quand on parle de transparence du système de justice, bien, on parle de clarté, on parle de transparence. Et donc, c'est un immeuble qui convient très bien, effectivement, aux travaux de la Cour. Chaque jour où je pénètre dans l'immeuble, c'est le même sentiment qui m'habite. Et je pense que mes collègues vous diraient la même chose, mes 8 autres collègues de la Cour, si vous leur posiez la question. Moi, j'ai travaillé dans 2 immeubles qui ont été dessinés par l'architecte ingénieur Cormier. Dans les 2 cas, je dois vous dire, mais plus particulièrement ici depuis 2012, depuis que j'ai été nommé à la Cour suprême, je constate que c'est un privilège. C'est un environnement très particulier. Les lignes, c'est simple, c'est fluide. C'est comme l'immeuble, ça vieillit bien. Ça traverse bien les époques. Une belle patine. Tout à fait. C'est ici qu'on a nos discussions concernant les auditions. Tous les arguments qui ont été soulevés par les avocats, par les parties, sont discutés ici par chacun des juges. Vous nous accueillez chez vous. C'est ici que ça se passe. On voit même dans la décoration la rigueur intellectuelle qui a marqué les travaux de Cormier. Hein? Non seulement pour l'édifice, mais également pour le mobilier.
La table, elle est ronde, donc par définition, c'est une table qui est propice, qui invite à la discussion. Tout le monde se voit. Chacun des juges se regarde et peut donc apprécier les arguments que chacun va soumettre de façon claire. Alors, ça fait partie également de la convivialité de la salle, fait partie également de la qualité de nos débats. Au même titre que les ouvrages de Cormier sont inspirés par la rigueur, on pense également que nos travaux le sont aussi. Vous avez vu dans le hall de la Cour, il y a le sigle, l'emblème de la Cour suprême, CS. La meilleure image de la Cour que l'on voit partout, c'est lui qui a dessiné ça. C'est bilingue et moi, je suis très fier de cet emblème-là. Et encore une fois, ça établit l'indépendance judiciaire jusqu'à un certain point. Parce qu'on a une image distincte par rapport aux autres pouvoirs au Canada. Les fusillés Mont-Royal luttent encore pour libérer la France quand les Nations unies commencent déjà à parler de la paix à venir. Après de longs débats, on décide que le siège des Nations unies sera construit à New York. L'immense édifice changera la face de la ville. C'était un projet très médiatisé partout au monde. Un projet presque utopique, motivé par le besoin urgent d'assurer à tout prix qu'on évite une troisième guerre mondiale. Alors le siège pour l'ONU devrait être un véritable laboratoire pour la paix. Pour symboliser cet esprit de concorde, on propose que l'édifice des Nations unies soit dessiné par une équipe internationale de 10 architectes. Le directeur de l'équipe sera l'Américain Wallace K. Harrison. Suite aux propositions de chaque pays, Harrison en dresse la liste et Cormier se retrouve aux côtés de 2 géants de l'architecture mondiale, le Brésilien Oscar Niemeyer et Le Corbusier, représentant la France. Entre eux, ils parlaient au moins 5 langues différentes, chacun ayant besoin alors de son interprète personnel. De plus, ils étaient tous censés être les meilleurs de leur pays. Alors imaginez-vous les conflits entre les égos immenses de ces hommes. En l'espace de 4 mois, les architectes produisent une avalanche de propositions, 45 en tout. Pour chacune, la vaste équipe d'appui doit fournir de nouveaux calculs, des maquettes, des dessins. Le Corbusier veut à tout prix faire prévaloir sa propre vision. Il demande même au Brésilien Oscar Niemeyer de ne pas soumettre de plan. Mais le concept du Brésilien trouvera en Cormier un de ses plus grands défenseurs. Le directeur de l'équipe, l'architecte américain Wallace K. Harrison, a avoué que le processus et surtout le comportement de Le Corbusier lui avait causé tant de stress que Harrison a dû être hospitalisé pendant 6 mois. Les plans finaux seront une fusion des idées de plusieurs architectes, ce qui rend les contributions individuelles difficiles à déterminer. Mais il y a des exceptions. Les 7 portes des Nations unies ont un seul créateur, Ernest Cormier. Chacune représente les 4 valeurs qui devraient guider les débats et les décisions des Nations unies, soit la paix, la justice, la vérité et la fraternité. Et voilà donc le cadeau du Canada aux Nations unies, livré par le futur premier ministre Lester B. Pearson. Désormais, tous ces dirigeants et diplomates qui viennent à New York pour proposer la paix ou justifier la guerre devront passer par les portes conçues par Ernest Cormier. Les années passent. Cormier est en bonne santé, il vieillit bien, mais il se plaint que ses plans pour agrandir l'Université de Montréal sont trop souvent rejetés par l'administration. Sa carrière semble terminée. Il n'a pas fait école. Il n'y a personne qui a pris la relève de son bureau. Et donc, ce n'est pas quelqu'un pour qui la transmission d'une expérience de pratique est intégrée. C'est un loup solitaire.
En 1974, l'heure est venue pour Cormier de vendre sa maison, que Denis Robert lui avait conseillé de faire classer monument historique par le gouvernement du Québec. Cormier veut déménager dans ses anciens bureaux. Il vend la maison à deux de ses amis, Jacques Badervellen et Denis Robert. Le 14-18, j'y ai vécu de 75 à 81. D'abord, il fallait s'y acclimater, parce que ce n'était pas n'importe quelle maison. Il y a quand même 14 pièces sur 5 niveaux. Bien sûr, c'était normal que je décide à un moment donné de prendre des photos de cette maison à différentes étapes. Cette énorme cheminée, ces fenêtres de presque 25 pieds de haut, tout était inspirant pour moi. Dans les années 78, la maison est devenue intenable. Les coûts étaient trop forts. Il n'y avait pas beaucoup d'acheteurs. On disait que c'était un éléphant blanc qui était inhabitable, qui était froid. On n'était plus dans cette période. Et comme ça se vendait mal, à un moment donné, je suis dans le grand atelier en train de lire le journal et je vois que Pierre Elliott Trudeau cherche une maison pour y habiter quand il va quitter Ottawa. Mais je dis, mais c'est la maison pour lui. C'est idéal. C'était très rapide. Il arrive à la maison et il est venu avec son frère, Charles. Il faut dire que Charles était architecte, donc il connaissait Cormier et la valeur de cette maison. Ayant fait le tour du propriétaire, Pierre se retourne vers son frère Charles et lui dit « Mais qu'est-ce que t'en penses, Charles? » Il dit « Écoute, Pierre, c'est très simple. Si tu ne l'achètes pas, je l'achète. » Pierre Elliott Trudeau élève ses 3 enfants au 14-18 avenue des Pins-Ouest. Visité une fois par mois par son ex-femme Margaret, Trudeau discute avec elle du futur de leur garçon. Un de ses fils, Alexandre, habite toujours la maison Cormier avec sa famille. Dans les années 50, M. Cormier n'avait plus le nombre de contrats qu'il avait déjà eu. Donc, les finances étaient un peu plus difficiles. Ce que j'ai appris, et ça c'est Clorinde qui me l'a raconté, c'est qu'elle ne voyageait pas avec lui. Il faisait des voyages réguliers en Europe, il a traversé 32 fois l'océan, mais toujours seul. Les demoiselles Perron n'y allaient pas. Elles restaient à Montréal pour gérer la maison. Elles étaient bien payées aussi, mais elles étaient économes. Avec ce côté pingre, elles ont ramassé une petite fortune. Une fortune assez importante que quand M. Cormier n'avait plus d'argent pour payer les frais de la maison, c'est eux qui payaient les frais. Et à ce moment-là, elles ont signé des papiers dans lesquels elles devenaient propriétaires de certains immeubles qu'ils tenaient encore. J'ai connu M. Cormier en 1972 quand je suis devenu son locataire. J'étais bien fasciné par cet homme-là pour l'œuvre qu'il avait faite. J'allais le visiter chaque semaine, puis il m'invitait à souper. Moi, j'étais photographe, je photographiais tout ce qui passait à l'époque, c'est sûr, j'ai pris quelques photos. Je tourne les épaules un petit peu de côté, il me donnait les sangles. Elle était très spéciale, cette femme-là. Elle jouait son jeu, là, puis c'était comme très... elle était brillante. Tu sais, je sens c'était une petite vitre, là. Il y avait beaucoup de pouvoir avant Duplessis. Mais quand Duplessis est arrivé au pouvoir, Duplessis, il n'y a eu plus de contrat pour Cormier. C'est là que Clorinde, elle me racontait qu'elle ramassait les miettes, elle. Plus d'argent qui rentrait là, pour Cormier. Elle allait à Blue Bonnets. Il y avait des courses de chevaux. Elle avait des copains parmi les jockeys. Elle gageait. Elle mettait de l'argent sur des chevaux. Elle m'a dit qu'elle a gagné beaucoup d'argent à Blue Bonnets. C'est comme ça qu'elle a fini, c'est elle qui avait tout l'argent. Elle avait un plan. Elle lui a dit, écoute, il faut que tu m'épouses. Il lui a dit, écoute, Claude, ça fait 60 ans qu'on vit ensemble, qu'est-ce que j'ai besoin de t'épouser? À un moment donné, quand j'étais seul avec lui, il me dit, elle me menace que si je ne l'épouse pas, qu'elle va me mettre à l'hospice. Quelques jours plus tard,
on est invité au mariage. Ils viennent de se marier, là, puis là, je le vois qu'il n'est pas content. Il n'est pas de bonne humeur. Puis là, je me dis, aïe, aïe, elle l'a accroché. Elle est allée le chercher. Là. C'est comme toi, là. Tu m'as tellement fait longtemps que là, c'est comme moi qui décide, c'est moi qui ai l'argent. Et puis là, ça va finir comme moi je veux que ça finisse. Ernest Cormier décède le jour de l'an 1980. Mais peu après, les sœurs tombent malades. Cécile Perron meurt près de 4 ans plus tard, suivie bientôt par sa sœur Chlorinthe. Elles avaient vendu les archives d'Ernest au Centre canadien d'architecture pour quelques centaines de milliers de dollars. Les 2 sœurs Perron sont toutes les 2 décédées millionnaires sans jamais en avoir profité. Comment comprendre ce portrait complexe de Chlorinthe Perron? Elle était l'objet du désir d'un homme, son jouet même, à une époque où les femmes pas mariées se trouvaient dans une situation très précaire. Elle était une compagne allumée, mais sous-estimée, parce qu'elle ne venait pas de la même classe bourgeoise à laquelle Cormier appartenait, et il était très soucieux de son image publique. Alors, il y avait des injustices troublantes en ce couple. Mais en même temps, elle semble avoir été très fière de jouer le rôle de muse de Cormier. De toute évidence, Cormier et Chlorinthe, c'est aussi une histoire d'amour. On ne reste pas 60 ans ensemble si on ne s'endure pas, si on n'est pas capable de se tolérer. Il y a eu une passion qui les a gardés ensemble. Ernest Cormier souhaitait installer un grand vitrail dans son bureau. La maquette de ce vitrail, qui ne fut jamais construit, témoigne de la vision de l'architecte. En haut, de grands édifices classiques. En bas, l'architecture de son époque. Au centre, un personnage symbolisant l'architecture qui cherche l'harmonie entre l'élégance classique et l'audace de la modernité. Cormier aimait beaucoup le travail artisanal, comme la reliure de livres. Au moment de sa mort, il lui restait encore une douzaine de livres à relier. Dans le jardin de la maison Cormier, rien n'était laissé au hasard. Chaque plante avait sa place, tout était noté. Nom de la plante ou de la fleur, couleur, hauteur, date de floraison. Même si le studio Cormier est aujourd'hui une résidence privée, on y présente des expositions. Une façon de rendre hommage à Cormier le rassembleur. L'architecte n'hésitait pas à ouvrir ses portes aux peintres et écrivains québécois revenant d'Europe, assoiffés de modernité. Il ne suffisait pas à cet homme d'être architecte, ingénieur, constructeur. Ernest Cormier, tout au long de sa vie, aspirait à devenir un créateur total. Je ne prends ni congé ni vacances. Dessiner me repose. Travailler me détend. J'aime travailler à la manière française. Je fais tout moi-même, la composition, le calcul de mes projets. Je travaille chez moi dans la tranquillité absolue tous les matins, toutes les nuits. Et quand je suis fatigué d'une chose, je passe à une autre. Bonsoir et bienvenue encore. J'espère que vous avez bien aimé le visionnement du film Une tour sur la montagne sur la vie
d'Ernest Cormier. Nous allons maintenant procéder à une période de discussion avec nos panélistes qui sont rassemblés avec nous ce soir, suivis par des questions du public. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans le chat et on sera très heureux de les incorporer dans la discussion et surtout dans le temps qui est réservé à la fin. Je vais commencer avec M. Paul Carvalho, qui est un réalisateur, scénariste et producteur montréalais. Paul Carvalho a créé une vingtaine de documentaires depuis 1996. Il a tourné à New York et à Londres, à Rome et à Rio, au cœur de l'Afrique comme dans l'Arctique canadien. Mais son œuvre la plus marquante fut la série « Montréal, mon amour, mon histoire ». Puis c'est une série de 5 films, chacun d'une heure, qui sont tournés pour les célébrations du 375e anniversaire de la ville et diffusés par ici Radio-Canada et partout dans le monde. Et une tour sur la montagne que nous venons de voir fait partie de cette série. Donc, pour commencer, j'aimerais demander à M. Carvalho, pour commencer, pouvez-vous nous dire comment que vous avez découvert Ernest Cormier et son œuvre? Il y a 40 ans, j'habitais à côté de la maison Cormier, au 1400 avenue de Paix. Et je me demandais toujours, qu'est-ce que c'est que cette maison qui est si différente des autres, si belle, si mystérieuse? Et un jour, on m'a dit, ah, ça c'est la maison Cormier. Oui, il habitait avec sa maîtresse. Et dans une autre occasion, je me suis trouvé en conversation avec Pierre, quel est son nom, Denis Robert. Je me suis trouvé en conversation avec Denis Robert qui était là devant la maison. Il a dit, oui, j'habite ici maintenant. Monsieur Cormier vient de partir. Je suis le propriétaire de la maison. Et j'ai dit, c'est admirable, c'est magnifique. Il a dit, bon, si ça vous intéresse tant que ça, venez, je vous donne un tour de la maison. Et donc, j'ai ce tour privé de cette maison magnifique. Et ça m'a resté dans mes mémoires pour toujours. Et 40 ans plus tard, j'ai fait l'effort de rencontrer, de trouver Monsieur Denis Robert. Et il avait toujours ses mémoires, il voulait toujours partager cette histoire avec moi. Et c'était un point de départ. Mais l'autre point de départ, qui est également important peut-être plus, c'est que en faisant les 5 films sur l'histoire de Montréal, j'ai décidé de faire 5 minutes sur Ernest Cormier dans le cadre d'un film qui était sur les institutions autour de la montagne. Qu'est-ce que la montagne représentait pour le Montréalais? Et à ce moment-là, je ne savais rien de Ernest Cormier, je trouvais aucune image. J'avais une demi-douzaine de photos, je ne savais pas qu'est-ce qu'elles représentaient. Et là, au Centre canadien d'architecture, on m'a dit, ben, il y a Aliki Economides qui vient d'écrire ou qui est en train d'écrire une thèse de doctorat sur Ernest Cormier. Et c'est comme ça que je fais la connaissance d'Aliki. Elle m'a aidé avec les photographies que j'avais. Elle m'a fourni d'autres photos et donc j'ai réussi à terminer ces films-là. Et puis j'ai dit à Aliki, est-ce que je peux lire la thèse? Elle a dit, bien sûr, voici la thèse. Et je me rappelle que j'ai fait, je lis la thèse en 2 jours et je l'ai appelée très tard le soir un jour. J'étais tellement excité, je crois que c'était 11 heures le soir et j'ai dit à Liki, est-ce que tu veux faire un film au sujet de ça? Est-ce qu'on peut construire un film ensemble? Et on est allé à Radio-Canada, ils ont dit, ben, le film n'a jamais été fait et c'est Ernest Cormier, on veut le film. Et c'est comme ça que c'est parti. Merci beaucoup. Donc, cela nous amène à notre deuxième question. Puis j'aimerais vous demander, en tant que cinéaste, quelles ont été les difficultés, les découvertes, les plaisirs pour vous de tourner un documentaire sur la vie d'un architecte et de ses bâtiments?
j'adorais cette maison Cormier. Elle m'est restée comme une espèce de rêve, d'obsession. Je vous jure que après le tour que Denis Robert m'avait fait, cette idée m'est rentrée dans la tête. Je me suis dit, un jour, je vais faire un film, je vais faire quelque chose de grand avec cette histoire des 7 maisons et l'homme qui l'a construit. Et 40 ans sont passés avant que je puisse avoir cette opportunité. Et j'étais étonné de voir que personne n'avait fait un film documentaire à ce sujet. Mais le défi était immense parce qu'il y avait des milliers de photographies au Centre canadien d'architecture, mais il fallait les interpréter. Il fallait savoir qu'est-ce qu'elles signifient. Et Aliki avait été là pendant des années à essayer de faire ce travail-là, de comprendre. Et donc, on pouvait s'asseoir ensemble et dire, oui, cette photo a été prise là, non, pas ici, elle représente ceci, elle représente cela. Et donc, c'était un puzzle, c'était un casse-tête immense qu'il fallait construire. Et puis, il fallait choisir les représentants, les gens qui allaient parler dans le film. Et ça, c'était extrêmement touchy, très délicat. Et j'ai convaincu Aliki qui ne voulait pas participer en personne dans le film, en tournage, mais il m'a dit, mais pourquoi moi, devant la caméra, est-ce nécessaire? J'ai dit, ben, Aliki, le problème, c'est que les briques de M. Cormier sont très beaux, mais il n'en parle pas, il ne parle pas. Il faut avoir quelqu'un qui peut parler. Et nous avons eu, j'ai dit, qui devrait être avec toi dans le film? Elle a dit, ben, c'est Louis Briand, parce que Louis Briand adore l'architecture d'Ernest Cormier et il fait la réparation historique des maisons, des églises d'Ernest Cormier. Il était passionné et donc c'était le choix parfait. Donc, ayant ces 2 participants dans le film et cette énorme quantité de photos qui étaient disponibles pour nous, là, c'était possible de faire un film. C'était très difficile de monter. J'ai passé 9 mois au montage, le plus long que j'ai jamais fait, parce que c'est difficile de faire. L'homme est mort en 1980. Il n'a pas laissé des enregistrements. Il n'a pas parlé par écrit de son travail, sauf quelques entrevues ici et là, mais jamais enregistré. Mais il avait permis que des photos soient prises dans des situations clés. Et quand il faisait les portes des Nations Unies, par exemple, quand il s'est présenté un jour à l'Université de Montréal, il y avait des photos pour des moments très, très, très importants. Et la découverte était magnifique. Mais la plus belle des découvertes, c'était quand Denis Robert m'a dit, regarde cette petite boîte, une toute petite boîte comme ça. Elle a dit, j'étais présent quand M. Cormier était en train de quitter, de partir de la maison Cormier et M. Cormier a donné cette boîte à la bonne et qui est venue voir Denis Robert et elle lui a dit, écoutez, on veut que je jette cette petite boîte, je ne peux pas le faire, je ne peux pas la jeter à la poubelle, je vous la donne, M. Robert. M. Robert a gardé la boîte pour 40 ans. Quand il a ouvert, il y avait des négatifs qui n'avaient jamais été transformés en positifs. Et j'étais là au moment dans lequel ces négatifs sont devenus des positifs dans son écran. Et c'est ce que j'ai vu, c'est les 2 femmes d'Ernest Cormier à l'âge de peut-être 14 ans, 15 ans, au bord d'une rivière et à l'intérieur de la maison d'architecture, où on faisait comment est-ce qu'on dit à l'équipe l'atelier des frères Hébert. L'atelier de M. Hébert, exactement. Et ces photos étaient dans une condition parfaite, il n'y avait pas de poussière, elle n'était pas graffinée. Et donc, waouh, quel plaisir de faire cette trouvaille incroyable. Ça, c'était très émouvant. J'ai fait une douzaine de films documentaires, j'ai jamais eu une trouvaille si magnifique.
Merci beaucoup. J'ai maintenant le plaisir d'introduire Magda Farny, qui est historienne des femmes et des familles du Québec. Elle est l'auteure de plusieurs livres, dont Household Politics, Montreal Families and Post-War Reconstructions, et Of Kith and Kin, A History of Families in Canada, qui est paru chez Oxford University Press en 2022. Elle dirige la collection d'études d'histoire du Québec chez les éditions McGill Queens. Donc, j'aimerais inviter Madame Farny de nous parler en quoi la vie de Cormier était typique de son époque et de sa classe sociale, mais aussi de nous dire en quoi que sa vie était différente, unique, atypique, etc. Merci, Peter. Vous m'entendez? Oui, super. Alors, la question est très intéressante parce que, effectivement, je crois qu'il y a des dimensions de la vie de Cormier qui étaient parfaitement typiques de son époque, de sa classe sociale, et d'autres qui le détonnaient. Je dirais que c'est un parcours qui débute de manière tout à fait représentative de son époque, de sa classe. Il est fils de médecin, il est né dans la bourgeoisie franco-catholique de Montréal, il fréquente le collège Mont-Saint-Louis sur la rue Sherbrooke, il fait l'école polytechnique par la suite, qui à l'époque se situait pas loin du collège Mont-Saint-Louis, sur Saint-Denis et Sainte-Catherine. Et donc, jusque-là, un parcours tout à fait honorable pour un fils de la bourgeoisie. Il se marie au sein de cette bourgeoisie franco-catholique, donc. Il fait des études en France et en Italie. Il travaille en France et ensuite il décide de revenir au Québec. Et donc, il était en fait au nombre de ceux que les chercheurs ont appelés les retours d'Europe. Donc, ces Québécois francophones qui étudient en Europe puis qui reviennent. Alors jusque-là, un parcours qui me semble tout à fait typique. Et si on cherchait un moment de rupture ou un point de basculement, je dirais que ce serait bien sûr le décès de son épouse, Berthe Leduc, de l'influenza en 1918. Parce que là s'arrête, je crois, cette vision de famille bourgeoise tout à fait typique, en fait, et même la promesse d'une vie de famille s'arrête aussi avec son décès parce qu'elle était, comme on l'apprend dans le film, enceinte au moment de sa mort. Et donc, désormais, c'est après ce moment, après le décès de son épouse, Cormier vit bien sûr continue à vivre une vie bourgeoise dans la mesure où il connaît un succès professionnel certain, mais on voit bien qu'il commence aussi à évoluer dans des milieux plus bohèmes, dans des cercles plus bohèmes. Il fréquente des artistes, par exemple. On pourrait penser aux frères Hébert qui sont mentionnés dans le film, Adrien et Henri, des artistes qui étaient connus non seulement pour l'expérimentation effectivement intellectuelle, artistique, mais aussi sexuelle. Donc là, on voit un petit départ justement de la vie de son enfance. Et sa relation avec les sœurs Perron témoigne donc de cette vie plus bohème, non conventionnelle, en même temps que la mise à l'écart des sœurs Perron témoigne de la force, en fait, des structures de classe sociale au sein desquelles il a grandi. Donc, on voit vraiment les deux, le tout à fait conventionnel et le pas conventionnel du tout. Donc, c'est fort intéressant. Merci beaucoup. Et si je peux, j'aimerais peut-être poser la même question, mais au sujet des frères Perron. De savoir à quel point que leurs vies sont plutôt typiques ou atypiques de leur époque. Et les sœurs Perron sont des figures très, très intéressantes parce que, évidemment, elles, très jeunes, dès leur jeune âge, dès l'adolescence, en fait, elles participent à cette vie artistique, à ces cercles bohèmes en tant que modèle, en tant que muse, en tant que compagne aussi, c'est clair. Et
en même temps, elles proviennent, paraît-il, d'un milieu modeste. Et donc, c'est une manière de gagner leur vie, mais c'est aussi sûrement une expression pour elles, un certain goût de la liberté, aussi de la vie artistique de l'entre-deux-guerres. Donc, il y a et de l'après-guerre, donc beaucoup de choses intéressantes qui se passent. Je dirais que les aspects plus typiques de leur parcours se trouvent dans le fait qu'elles cohabitaient. On sait que beaucoup de femmes célibataires cohabiter avec une sœur ou avec un frère. C'est des cohabitations entre fratries étaient chose fréquente dans la première moitié du 20e siècle. Elles sont traitées comme des gouvernantes, c'est le mot qui revient dans le film, et en même temps, il n'y avait pas d'enfants à garder, donc elles sont à quelque part de fausses gouvernantes. Et c'était intéressant parce que ce mariage tardif entre Chlorinte et Cormier en 76, probablement qui témoigne, comme dit l'un des intervenants dans le film, probablement qui témoigne de la force de leur relation, de l'amour, mais j'ai l'impression aussi que ça représentait l'effort, la volonté de Chlorinte de s'assurer d'assurer en fait son avenir financier et aussi l'avenir financier de sa sœur. Et donc, on voit probablement comme d'autres femmes de leur époque, elles jonglent avec à la fois les petites libertés permises par l'époque et les structures sociales et la réalité ou les réalités matérielles. Merci. Et une dernière question, si vous me permettez, ça serait de vous inviter à commenter un petit peu le rôle de l'Église catholique au Québec, qu'on sait qui a été très puissante à l'époque, mais de parler de l'Église autant comme arbitre de la moralité, mais aussi comme pouvoir institutionnel qui était derrière nombreux projets de construction comme celui de l'Université de Montréal. Oui, bonne question. Mais je crois effectivement, comme vous le dites, que c'est très important de réfléchir à ces deux rôles joués par l'Église. Elle était effectivement un arbitre de la moralité et je crois que pour les gens ordinaires de l'époque, ce rôle moral pesait en fait. Tout le monde en était conscient. En même temps, l'Église est une institution, une des institutions les plus importantes au Québec à l'époque, pas la seule, mais une institution majeure qui joue un rôle moral, mais aussi politique, social, économique. Et dans un monde avant les années 1950-60, où l'État s'implique très peu dans la santé, dans les services sociaux, dans l'éducation, l'Église joue un rôle institutionnel extrêmement important et l'Église crée donc d'autres institutions, des écoles, des asiles, des hôpitaux, des universités. Et donc, on a à Montréal, au 19e et au 20e siècle, en fait, une situation très, très particulière où on a ces réseaux parallèles d'institutions, des hôpitaux protestants et catholiques, des asiles protestantes et catholiques, des universités protestantes et catholiques. Et donc, ce n'est pas du tout un hasard que si l'université anglo-protestante McGill se trouve sur le flanc sud de la montagne, mais l'université franco-catholique, l'UDM, va se trouver sur le flanc nord ou nord-est. Donc, une symétrie qui n'est pas absolue, mais quand même qui est très, très prononcée. Alors, merci beaucoup. J'ai maintenant le plaisir d'introduire Roderick MacLeod, qui est historien, dont le thèse de doctorat a traité du Golden Square Mile, le mille carré doré à Montréal. Il a collaboré sur nombreuses publications sur l'histoire de Montréal et son livre High Ground, Mount Royal and the Rise of Anglo-Protestant Montreal est à paraître bientôt. Donc, pour M. MacLeod, je vais commencer par demander qu'on réfléchisse au contexte montréalais des années 1930, ou à peu près, et de demander c'est quoi la signification de cette décision d'Ernest Cormier de s'installer, de construire sa maison et son atelier dans le mille carré. D'accord, merci Peter. Bien sûr, je ne connais pas les intentions
de M. Cormier, mais je crois que l'a bien expliqué dans le film, l'idée que il appréciait beaucoup le site sur la montagne, bien sûr, le terrain incliné, cet arrangement intéressant architectural. J'ajouterais la vue aussi, la vue de la ville, ça compte beaucoup à cet endroit. Mais j'aimerais parler un peu de la réaction de ses voisins face à l'arrivée de M. Cormier. Ce n'est pas exactement ce qu'on a pensé non plus, mais sans doute cette communauté bien établie anglo-protestants a réactionné d'une manière un peu, avec un peu de choc, disons, pour plusieurs raisons. Sur le plan architectural, la maison Cormier était très moderne et on aimait bien la tradition dans le 1000 carrés dorés, au moins à cette époque. Sur le plan moral, Cormier, en dépit de ses origines bourgeoises, était bohémien. Et bien qu'on ne savait pas beaucoup de sa vie privée, je crois que on le voyait dans une manière un peu suspecte. Et bien sûr, il était francophone catholique, vivait dans un milieu majoritairement protestant, anglo-protestant. J'aimerais citer ou penser un peu à quelques de ses voisins à l'époque, dans les années 30, parce qu'à 2 pas de lui, on voyait la maison de John Wilson McConnell, industrialiste très important. Aussi, Edward Beatty, celui de chemin de fer national, Henry Burks. Et j'aimerais aussi souligner l'importance des veuves. Il y avait beaucoup de veuves à cette époque. Pensons à Elspeth Angus, la veuve de Charles Meredith, le financier, et aussi sa belle-sœur Isabella Allen, de la famille Allen, la veuve de Vincent Meredith. Alors, les deux sœurs, elle était la dernière, était Lady Meredith, vivait dans la maison Lady Meredith, qu'on appelle maintenant. Ça fait partie de l'équipe. Et ces deux femmes, à l'époque, avaient à peu près 70 ans, âgées de 70 ans. Alors, j'aimerais faire la contraste un peu avec ces deux belles femmes, très protestantes, et les sœurs. Je ne vais pas faire de commentaires, mais je vous laisse à comparer l'impact dans la même communauté, ces deux loyers, ces deux façons de vivre. Merci beaucoup. Pour aller du Golden Square Mile maintenant au Mont-Royal, j'aimerais vous inviter à parler du Mont-Royal comme un espace, on peut peut-être dire un espace contesté ou disputé, tant que physiquement, qui va s'installer sur la montagne, autant que symboliquement entre les communautés francophones et anglophones de Montréal. Oui, bien sûr, Montréal, le symbole de Montréal, de la ville de Montréal, ça se voit dans le nom de la ville, mais et aussi au 19e siècle, la montagne, presque entièrement, les propriétaires de la montagne étaient des anglo-protestants, surtout la côte sud, c'est le 1000 carrés, était entièrement protestant. Le sommet, jusqu'au moment où on crée le parc, appartenait aux protestants. Et la côte nord, presque entièrement. Bon, l'exception était bien sûr le cimetière Notre-Dame-de-Neige, qui au début était pas mal petit en France. Mais
le moment où on a créé le parc aussi, dans les années 70, le parc pour le peuple et tout ça, mais les gens qui pouvaient s'en profiter de ce parc étaient des résidents de 1000 carrés qui avaient des chars et des chevaux, jusqu'aux années 20, je dirais. Hein. Et comme était un peu expliqué aussi dans le film, et que comme a dit juste l'Université Montréal, quand on voulait construire le nouveau campus à la côte nord, dans ce petit coin pas vide, mais le petit coin à construire de la montagne, à côté du cimetière, on voulait bien commencer un peu la reconquête de la montagne, reconquête franco-catholique de la montagne. J'aime bien dans le film, on a vu la tour. On va parler des tours sur la montagne. Il faut comparer un peu la tour qu'a fait M. Cormier avec la tour qu'a fait M. John Hostel un siècle avant sur la pavillon des arts de l'Université McGill. Celle de M. Cormier est beaucoup plus haute, beaucoup plus grande, beaucoup plus imposante que celle d'Hostel. Alors, encore une comparaison que je vous laisse en penser. Merci beaucoup. J'ai maintenant le plaisir de tourner l'attention sur Aliki Economidis que nous avons vu dans le film ce soir. En effet, Une tour sur la montagne est basée sur la thèse de doctorat d'Aliki Economidis et surtout sur ses découvertes qu'elle a faites dans les archives d'Ernest Cormier. Elle est présentement en train d'écrire un livre sur Cormier intitulé Constructing Identity, Ernest Cormier and the Project of Modernity. Donc, un livre sur à la fois la construction de l'identité et le projet de la modernité. Elle travaille également sur une publication portant sur l'architecture de la jurisprudence. Nous avons vu quelques exemples ce soir, surtout la Cour supérieure ici à Montréal, ainsi que la Cour suprême du Canada à Ottawa, où c'est Cormier qui a traité de ce sujet d'architecture pour la justice. Donc, pour commencer, j'aimerais demander à Mme Economidis, quelle est la place d'Ernest Cormier dans l'histoire de l'architecture et comment est-ce que la réception de Cormier a évolué dans le temps? Et peut-être aussi poser la question de est-ce que l'importance de Cormier a varié non seulement avec les décennies, mais aussi selon son contexte géographique? Bon, ça, c'est... Il s'agit de 4 questions. Oui, je m'excuse. OK, mais pour commencer, je dirais que la place d'Ernest Cormier dans l'histoire de l'architecture est en fait un peu paradoxale. Et je dis ça parce qu'il est à la fois reconnu comme l'un des plus importants architectes pendant la première moitié du 20e siècle au Canada, mais en même temps, aujourd'hui, il n'est pas très bien connu du tout. On peut même dire qu'il est largement oublié. Donc, comment expliquer cette paradoxe? Je crois que les raisons pour cette situation un peu contradictoire reposent sur 2 aspects principaux. Le premier, c'est que Cormier dirigeait un tout petit bureau avec des employés très fidèles, mais dans ce bureau-là, la hiérarchie était claire. C'était lui le maître, il touchait à tout. Il y avait des assistants qui géraient quelques aspects, mais il n'y avait pas une sorte de mentorat, il n'a pas formé personne pour prendre la relève après sa retraite. Donc, il n'a pas fondé une école, comme on aborde dans le film. Donc, il n'y a pas une vision de « et après ma retraite, après mon décès, qu'est-ce qui va arriver ?» Et en fait, pendant la deuxième moitié du 20e siècle, sa carrière touchait sa fin. Alors, semble-t-il qu'il n'a pas assuré
sa présence dans l'histoire de l'architecture. En même temps, pour contrebalancer, il a été, on peut dire, il a été tiré de l'oubli collectif par l'acquisition de son fonds par Madame Phyllis Lambert au début des années 80, quand elle est en train de développer une collection pour fonder le Centre canadien d'architecture. Donc, le fonds Cormier a été en fait le premier fonds d'architectes à être acquis par le CCA. Présentement, ils ont au moins 200 à peu près fonds d'architectes au moins. Mais malgré que c'était le premier, le fonds Cormier a été parmi les derniers fonds à être entièrement catalogués. Donc, les contenus, tout ce trésor était difficile à accéder. Autour de 1990, il y avait une concentration d'attention sur l'œuvre de Cormier, notamment l'exposition et la publication intitulée Ernest Cormier et l'Université de Montréal, qui était sous la direction du commissaire Isabelle Gournay. Il y avait aussi deux numéros spéciaux de deux revues. L'historienne d'architecture Franz van Letem était très impliquée. D'autres architectes aussi ont commenté sur la contribution de Cormier. Donc, tout autour de 90, il y avait cette poussée d'attention sur Cormier. Il y avait une énergie pour des archivistes au sein du CCA pour organiser les matériaux qui étaient empruntés pour l'expo. Mais après, ça restait un peu inachevé comme catalogue. Et donc, je suis arrivée sur scène. J'avais déjà travaillé au CCA dans le centre d'études. Et j'avais l'avantage ou la bénédiction, je ne sais pas comment le dire, le good luck, d'être reçu un peu comme un membre de la famille. Parce que j'avais posé la question à l'archiviste en chef, est-ce que moi je peux étudier Cormier? Et sa première réaction était OK. Et donc j'avais ça, et en fait, à l'époque, il avait engagé quelqu'un pour donner une attention concentrée au catalogage. Et donc, je suivais derrière elle, boîte par boîte, qui n'était pas très efficace. Je n'avais pas toute l'équipe de l'exposition que les autres avant moi, mais j'étais très reconnaissante parce que sans ce travail autour des années 90, au début des années 90, il serait impossible d'avoir composé une histoire parce que dans les archives, quand on lit une publication, l'histoire est déjà construite. Il y a les preuves, les constats, une chronologie qui est déjà établie pour nous. Tandis que quand on se pointe dans les archives, on trouve la correspondance, les devis de projet, des reçus, des cartes postales, et c'est à nous d'essayer de tirer des conclusions de tout ça. Alors, c'est mon espoir, et je sais que c'est aussi l'espoir de Paul, que ce film que nous avons produit pour un grand public. En fait, c'était clairement expliqué par l'équipe chez Radio-Canada que ne devrait pas être un film qui s'agit en fait d'une cour magistrale très dense. Il faut que ce soit accessible à tout le monde, les gens qui connaissent très peu sur l'architecture. Donc, j'espère que Cormier sera mieux connu par le grand public et aussi par les architectes et les historiens. Merci. J'aimerais aussi demander pour vous, comment que vous voyez l'architecture comme trace ou preuve ou peut-être même un outil pour comprendre l'histoire sociale et politique de Montréal? Ça, c'est une très bonne question. Je dirais d'abord, dans un sens général, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'étudier l'histoire d'architecture, en fait, c'est parce que je pense que l'architecture, ainsi que le design urbain, le design paysager, toutes les disciplines de design qui portent sur l'environnement bâti, dévoilent la culture, les priorités, les valeurs et aussi les structures de pouvoir de leur propre société. Alors, on peut dire que l'environnement bâti est un reflet évolutif des conditions socio-culturelles et politiques du lieu
au fil du temps. Et ça s'applique sur n'importe quel lieu, quel pays, quelle période de temps. C'est vraiment un fait, un énoncé assez général. Mais en même temps, l'architecture et toutes les autres dimensions de l'environnement bâti sont à la fois des produits de leur société, comme je viens d'expliquer, mais elles façonnent également leur société. En communiquant l'expression culturelle, l'identité collective, et même elles conditionnent le comportement des citoyens d'une certaine façon. Donc, il y a cette relation réciproque entre l'architecture en tant que produit culturel façonné par sa société et l'architecture en tant qu'acteur qui agit sur la société. Pour amener cette discussion sur le Montréal, on peut dire que dans le cas de Cormier, il était très actif pendant une période très importante dans l'histoire de Montréal. À se rappeler que la ville, au début du 20e siècle, était la capitale culturelle et économique du pays entier. Alors, Cormier a eu la bonne chance de lancer sa carrière pendant une période de croissance, de prospérité et de proéminence de la ville, ce qui a fourni beaucoup d'opportunités pour lui, évidemment. Mais en même temps, pendant le statut de la ville en tant que capitale, pas politique, vous m'en parlant, mais une sorte de capitale quand même, il y avait deux importants développements socioculturels qui sont interconnectés. Et ces deux remontent particulièrement à la période de l'entre-deux-guerres. Il s'agit d'un moment important dans l'avènement de la modernité culturelle dans la province de Québec. Donc, on voit, par exemple, ce contraste entre Cormier, qui est très, très soucieux de son image publique. Il a des clients dans le clergé, dans le gouvernement, mais il a ce côté bohème aussi. Donc, ça, c'est une modernité non seulement artistique, mais en général, une ouverture envers d'autres idées, de la pensée séculaire aussi. Et aussi, en parallèle ou intermêlé avec ça, on voit un développement d'une conscience nationale chez les Canadiens français, ce qui les a menés à construire l'Université de Montréal, qui avait une charge symbolique énorme, non seulement comme une institution, on va fournir l'éducation, la possibilité de poursuivre les études supérieures, mais aussi c'est comme ça, c'est notre responsabilité de sauver la culture française en Amérique du Nord. Donc, alors, l'œuvre de Cormier révèle la dynamique socioculturelle chargée de Montréal à cette époque. Ce qui veut dire que même si on ne s'intéresse pas particulièrement à lui en tant que personne ou avec sa vie privée, ou quand même, tout ce que sa vie privée et ses œuvres dévoilent, ça nous offre une fenêtre sur la ville à cette époque très dynamique. Merci. Et il fallait mettre tout ça en 51 minutes, que tout le monde pourrait... Mission impossible. C'est pour ça que j'ai passé 9 mois en montage. Je n'arrivais pas à faire l'équilibre entre le personnel, les collectifs, l'importance de la question nationale canadienne-française, l'importance de l'architecture, la personnalité de l'homme, tout ça devrait être ensemble. Et l'histoire de deux sœurs en même temps, la classe sociale, très difficile. Ce film a été le film le plus difficile que je n'ai jamais fait à cause de la complexité que Aliki vient de décrire. Et je suis tellement reconnaissant qu'elle était là. Sinon, impossible pour nous. C'est le film monté sur cette compréhension, une dizaine d'années d'études, je crois, pour Aliki, pour arriver là. Mais on est arrivé finalement. Je vais maintenant passer à des questions du public. La première question traite de l'architecture, un petit peu de l'obsession des architectes pour leurs œuvres.
Mais je pense qu'on pourrait aussi poser cette question au sujet des cinéastes et l'obsession pour le cinéma ou aux historiens et l'obsession pour les détails et les faits de l'histoire. Donc, il y a Marilyn Makanga qui demande ou qui observe que dans la vie professionnelle de Cormier, on voit une attention si précise sur tous les détails du bâtiment qui demande une relation intense entre créateur et création qui pourrait devenir dévorant. Est-ce que tu trouves que c'est à l'importance de s'immerger dans l'architecture de la même manière aujourd'hui pour créer des œuvres émouvantes? Et c'est peut-être à Aliki Economidis qu'on peut lancer la question. Parfait. Merci beaucoup, Marilyn. J'adore quand mes étudiants posent des questions. En fait, la réponse est oui et non. Parce que, évidemment, il faut se lancer avec passion, avec engagement, avec une sincérité, avec une attention à toutes les échelles. Parce que c'est ça le défi des architectes. Il faut voir la totalité et aussi coordonner chaque petit détail en même temps. Il faut toujours être entre toutes ces échelles-là. Sauf qu'aujourd'hui, nous fonctionnons dans les bureaux d'architecture, il y a beaucoup de collaboration. On n'est plus dans le modèle de l'homme héroïque qui travaille tout seul, qui arrive sur place et qu'on raconte après les histoires que ça, le produit final a sorti de son imagination d'une soirée à l'autre. C'est pas donc, en fait, oui, il faut porter cette attention-là, mais je pense que en contraste avec l'approche de Cormier qui était très solitaire et très moi je sais mieux que tout le monde, il faut être ouverte à des contributions des autres parce que c'est ça qui va mener et va assurer un meilleur résultat. Merci pour ta question. En attendant pour voir si il y a une ou deux dernières questions, j'aimerais peut-être inviter nos autres panélistes juste à demander s'ils ont une dernière réflexion sur Cormier et sur notre discussion de ce soir. Oh, oui, je passe à Magda. Oui, j'aurais peut-être une question. Je pense que la question est surtout pour Aliki, mais peut-être pour d'autres aussi, une question d'une non-architecte. J'ai été frappée par votre commentaire à l'effet que l'architecture donc sert de reflet de la société qui l'entoure, parce qu'il me semble que, en tout cas, il m'a toujours semblé que les architectes aussi sont aussi là pour nous amener, nous, la société, vers d'autres horizons. Et je me dis que même si Montréal était effectivement un berceau de la modernité culturelle en entre-deux-guerres, il demeure qu'on était une petite société coloniale, une société, en fait, on est le produit d'une double colonisation européenne. Et donc, il me semble que Cormier, parmi les grands cadeaux qu'il a fait à Montréal et au Canada, c'était justement d'amener des influences métropolitaines, en fait, européennes, entre autres. Et je ne suis pas certaine que Cormier était exactement le reflet de la société montréalaise de l'époque. Moi, je trouve qu'il était, oui, un produit de cette société, mais qu'il a amené à Montréal d'autres influences fort intéressantes. Absolument. Surtout parce qu'il a eu la chance d'étudier à Paris. Donc, il était formé à la fois à Montréal en tant qu'ingénieur et il a fait sa formation en tant qu'architecte à Paris, à l'École des Beaux-Arts, qui était à l'époque l'école d'architecture la plus prestigieuse. Et là, il était entouré par les mêmes acteurs en français qui pour maintenant, après le fait, on colle l'étiquette les art déco. Et donc, beaucoup de travail art déco en Amérique du Nord, en fait, est passé par les États-Unis, la traduction, et après était reçu au Canada, tandis que lui était il y a un mot en français qui a une connotation une courroie, mais oui, une courroie de transmission. Oui, c'est ça, ouais. c'est ça, une vecteur, oui. Oui, vecteur. Et en fait, lui, comme en fait, tu as évoqué très éloquemment, il était privilégié
parce qu'en fait, il n'était pas parmi la majorité des Canadiens français de son époque, il était parmi l'élite. Donc, il ne représente pas tout le monde, mais en fait, la comparaison qu'on fait dans le film, que lui, Briand, commente entre l'annexe au palais de justice, aujourd'hui appelé l'édifice Ernest Cormier, et la cour en face, et comment est-ce que l'expérience de ces deux édifices judiciaires c'est contrastant. C'est comme une qui nous fait prendre des grandes respirations, on est transporté dans un autre univers, et l'autre, on est écrasé. Donc ça, c'était un peu la façon... Moi, je pense que ça va au-delà de l'architecte en tant qu'individu. C'est vraiment... c'est tous les autres facteurs et contraintes qui influencent le client, le budget, les matériaux, la situation politique et tout ça, qui a une influence sur la société. Avant Aliki, j'étais journaliste avec Newswatch, qui était les programmes de télévision de chaque soir, et j'ai passé beaucoup de temps à faire des reportages dans ce qui est le nouveau palais de justice. Et je trouvais ça tellement gris, tellement écrasant, justement, que quand j'ai entendu M. Briand parler de cet effet, j'ai compris tout de suite, parce que je le sentais en tant que journaliste. Et j'aurais voulu avoir travaillé dans l'édifice que Cormier avait construit de l'autre côté de la rue. Ça aurait été tellement plus inspirant. Je trouve que l'architecture moderne a fait a fait de belles choses, mais aussi dommages horribles, particulièrement dans cette époque brutaliste de l'histoire de Montréal. Le nouveau palais de justice est un édifice pas mal corbusien, non? Ça m'intéressait beaucoup voir ce conflit entre le Corbusier et Cormier. Mais est-ce qu'on sait comment, parlons des États-Unis, les Nations Unies, tout ça, est-ce qu'on sait comment Cormier a été élu comme représentant du Canada? Et pourquoi? Pourquoi lui? Oui, en fait, trouver ces informations, ça a pris des heures j'ai passé des heures avec des microfiches aux Archives nationales à Ottawa pour découvrir que, en fait, quand la décision a été prise de construire le siège permanent à New York, il y avait une trentaine de membres nations. Et donc, chaque nation a reçu, les gouvernements ont reçu un télégramme leur demandant de recommander leur meilleur architecte. Et donc, le gouvernement du Canada a reçu ce message-là et a approché le Royal Architectural Institute of Canada pour dire, OK, est-ce que vous pouvez nous aider, donnez-nous une liste. Il y avait 5-6 d'autres, y compris Cormier. Et moi, je pense qu'il a été sélectionné parce qu'il avait ce cachet culturel d'avoir étudié à l'étranger, à Paris. Il était parfaitement bilingue, comme tous les francophones ont été obligés d'y être. Il avait la double formation ingénieur-architecte. Donc, il avait une sorte de persona de quelqu'un cosmopolite pour représenter le Canada sur la scène internationale. Je pense que c'est pour ça. Il avait déjà fait la Cour suprême et des bâtiments de prestige. Donc, ça aussi... Une dernière question pour clore notre discussion, puis ça vient de quelqu'un d'anonyme, mais c'est une question pour Rod McLeod, juste pour demander rapidement si les architectes anglophones et francophones étaient vraiment divisés dans les deux solitudes, si vous voulez. Bon, ce n'est pas
mon domaine d'expérience, expertise non plus, mais j'ai l'impression que oui, à cette époque, quand on pense ceux qui ont demandé les commissions et ceux qui ont fait le travail, normalement, les anglophones, les institutions comme les individus avaient des architectes qu'ils aimaient employer et j'imagine sans doute que c'est vrai de l'autre côté aussi. Au 19e, c'était complètement comme ça, oui, on voyait des... bon, ce qui est intéressant, c'est que Ravenscraig a été l'architecte de Ravenscraig, l'édifice de la mansion la plus imposante du Île Carré était désigné par un francophone avec le roi. Mais généralement, non. Okay. Les deux mondes, on n'a jamais parlé. Bon, merci beaucoup. J'aimerais remercier Rod McLeod, Magda Farhani, Aliki Economie 10 et Paul Carvalho pour leur contribution à notre discussion ce soir. J'aimerais aussi personnellement remercier Paul Carvalho pour avoir réalisé ce film et pour Aliki Economie 10 d'avoir partagé sa recherche. Vous avez vraiment créé quelque chose d'exceptionnel et je suis très content de voir le public qui s'est joint à nous ce soir. Pour clore, je vais passer la parole à Audrey Fontaine. Merci, Peter. À mon tour, je vais remercier tous nos invités d'avoir été là ce soir. Merci beaucoup. Merci, Peter, pour l'animation de la discussion. Je voudrais aussi remercier l'École d'architecture McEwen avec qui on a pu mettre en place cette soirée et, pour ne pas les oublier, remercier aussi notre public qui a été captif tout au long de la démarche, même si durant le visionnement, on était un petit peu séparés. Donc, merci au public d'avoir été là. Garder un œil ouvert sur les réseaux sociaux à la fois de l'École d'architecture et du CRIEM pour savoir quels nouveaux événements s'en viennent dans les prochaines semaines et les prochains mois. Merci beaucoup. Si je peux ajouter un remerciement très chaleureux pour Audrey, pour tout son accompagnement. Aussi, merci aussi à Pierre-Antoine pour le soutien technique. C'est très, très apprécié. Merci à nos invités. Vraiment. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.